Bonsoir. Parmi les 7 merveilles du monde, on connaît les jardins suspendus de Babylone. Pourtant, ce joyau de l'ancienne cité de Babylone, situé dans le sud de l'Irak actuel, reste encore un mystère. Et il suscite toujours autant l'intérêt des archéologues qui cherchent à retracer sa véritable histoire. Si l'existence de ces jardins est avérée, aucun texte babylonien ne les mentionne. On sait seulement que cet ensemble extraordinaire aurait été commandé par le roi Nabuchodonosor II pour sa femme Amytis qui avait la nostalgie de ces montagnes verdoyantes et fleuries. L'emplacement même de ces jardins est incertain en raison de descriptions très imprécises. Certains affirment qu'ils étaient localisés dans la ville de Ninive. Les chercheurs ne peuvent donc émettre que des hypothèses pour tenter d'imaginer cet Éden vieux de 2600 ans. L'expression même de jardin suspendu est intrigante, car cet édifice de verdure ne pouvait pas flotter dans l'air. Cette formule correspond simplement aux descriptions qui mentionnent des jardins construits en hauteur et entourés de très nombreuses terrasses. Vous allez donc découvrir ce mythe fascinant au cœur de la mégalopole antique de Babylone, qui était considérée à cette époque comme la plus belle et la plus grande ville du monde. Les jardins suspendus de Babylone, c'est à découvrir tout de suite et à retrouver sur le site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. L'Euphrate, un des grands berceaux de l'Antiquité. Ici, sur ses rives, à 100 km au sud de l'actuel Bagdad, se dressent les ruines d'un empire qui a marqué l'histoire. Les vestiges d'une civilisation autrefois prestigieuse. Son peuple de conquérants et de bâtisseurs a inspiré de nombreuses légendes. Dans l'idéologie babylonienne, la ville de Babylone appartenait au dieu Marduk. Le roi exerçait un pouvoir absolu et nourrissait des ambitions démesurées. Ils ont conquis Jérusalem. Ils contrôlaient presque tout le Proche-Orient. Son armée a assujetti quasiment toutes les nations du Moyen-Orient. Ses soldats ont conquis Ninive, la capitale assyrienne. Ils ont envahi la Syrie et étendu leur territoire jusqu'à Jérusalem et même jusqu'au nord de l'Égypte. Les peuples vaincus ont été réduits en esclavage. Et les tribus des pays soumis ont permis de construire celle qui allait devenir la plus vaste cité du monde, Babylone. C'était une très grande ville, dotée de monuments splendides. Ça devait être un lieu impressionnant. Mystérieuse et imposante, elle a de tout temps suscité l'admiration et la fascination. Comment ces bâtisseurs ont-ils réussi à construire une cité aussi vaste en plein milieu du désert? Et pourquoi a-t-elle disparu aussi soudainement? Au cours des siècles, des Européens s'y sont aventurés et ont laissé derrière eux de nombreux écrits qui pourraient nous aider à répondre à ces questions. L'un d'eux est Hérodote, le philosophe grec surnommé encore aujourd'hui le père de l'histoire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote traverse le désert pour rejoindre la mystérieuse cité. Enthousiaste, il décrit ce qu'il voit avec des propos élogieux, quitte à exagérer les dimensions de la ville. Pour lui, aucune cité au monde n'est aussi merveilleuse que Babylone. Il décrit notamment avec précision les dimensions du mur qui encercle la cité. La ville est ceinte d'une double muraille qui mesure au total 96 km de long. Sur ce mur, la voie est si large que 2 chars à 4 chevaux peuvent s'y croiser sans problème. Aujourd'hui, les historiens estiment qu'à son apogée, Babylone comptait jusqu'à 180 000 habitants. Au 7e siècle avant notre ère, elle était sans conteste la plus vaste cité du monde. Elle comportait de multiples merveilles architecturales.
comme son imposante tour à degrés de plus de 60 mètres de hauteur, appelée ziggurat. Les visiteurs devaient être stupéfaits de voir des jardins suspendus à couper le souffle, cultivés là, au beau milieu du désert. De célèbres auteurs grecs ont écrit sur les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ils racontent que ces jardins étaient aussi fabuleux que la ville de Babylone elle-même. La beauté des jardins a impressionné de nombreux visiteurs. Des aventuriers, des érudits, des soldats comme Diodore, Strabon et Bérose ont tous visité Babylone. Et eux aussi ont témoigné de la beauté fascinante des jardins. Ils devaient sans doute ressembler au jardin d'Éden tel que les chrétiens se l'imaginent. Voilà pourquoi, à l'image du phare d'Alexandrie, de la statue de Zeus à Olympie, du mausolée d'Halicarnasse, de la grande pyramide de Gizeh, du temple d'Artémis à Éphèse, et du colosse de Rhodes, les Grecs ont considéré les jardins de Babylone comme l'une des 7 merveilles du monde. Diodore évoque leur beauté époustouflante en ces termes. Les jardins embaument l'air. Les grenades, qui ressemblent à de petites grappes de raisin, diffusent leur parfum au gré du vent. Les gouttes d'eau des cascades qui retombent dans les bassins brillent comme des étoiles dans la nuit. Pour les Grecs de l'Antiquité, Babylone était une ville de rêve, située de l'autre côté d'un vaste désert. Pour l'atteindre, il faut parcourir une centaine de kilomètres au sud de Bagdad, la capitale de l'Irak. Mais aujourd'hui, suite aux récentes guerres qui ont ravagé le pays, la région est instable et il est impossible de se déplacer librement sans être accompagné par une escorte militaire lourdement armée. Nous arrivons finalement sur une plaine située au bord de l'Euphrate, la source de vie de l'Irak. Il y a 2600 ans, le grand empire babylonien se trouvait ici, sur cette étendue de terre aujourd'hui déserte. Ces pans de murs qui s'effondrent sont tout ce qu'il reste de cet empire autrefois prospère. Difficile d'imaginer que cette terre aride abritait jadis la ville la plus puissante et la plus grandiose du monde. Mais pas pour Robert Koldewey, archéologue et architecte allemand. En 1899, Koldewey monte à bord d'un train en quête de la cité mythique de Babylone. À l'époque, les intellectuels européens se passionnent pour l'histoire de la Mésopotamie. Pour rejoindre le site présumé, Koldewey poursuit sa route à dos de chameau et parcourt le désert irakien pendant 3 semaines. À l'époque, de nombreux cylindres et tablettes en argile couverts d'inscriptions cunéiformes sont régulièrement découverts dans la région et sont vendus sur les marchés noirs à Bagdad et en Europe. Grâce à ces indices, Koldewey et ses hommes creusent le sol sur 20 mètres de profondeur dans l'espoir d'en apprendre davantage.
Ce qu'ils découvrent sont les vestiges de bâtiments antiques restés enfouis dans le désert pendant des siècles. Leur plus belle découverte est la désormais célèbre porte d'Ishtar. Pour eux, c'est la preuve irréfutable qu'ils sont bien sur le site de l'antique cité de Babylone. Koldewey fait envoyer à Berlin près de 500 caisses chargées de ces nombreuses découvertes. Une fois rentré, il s'attelle à l'immense tâche de reconstituer les centaines de milliers de fragments qu'il a déterrés. Et grâce à tous ces efforts, la cité légendaire commence à prendre forme. Voici la porte d'Ishtar, exposée aujourd'hui au musée de Pergame, à Berlin. Entièrement revêtue de briques bleues émaillées, l'immense porte mesure une quinzaine de mètres de haut. Des dragons et des taureaux ornent la structure, ainsi que des lions grandeur nature. Ces animaux sont d'un tel réalisme qu'on a l'impression qu'ils pourraient bondir du mur à tout moment. Ces représentations montrent que Babylone est bel et bien l'héritière de l'antique Mésopotamie et de sa culture extrêmement développée. La porte d'Ishtar était l'entrée principale de la ville. La porte d'Ishtar, qui a été reconstituée au musée de Pergame, a été adaptée à la taille du musée. Seule une partie de la porte est conservée à Berlin. La porte d'origine était beaucoup plus grande. Aujourd'hui, Babylone fascine les archéologues du monde entier. Mais les guerres et l'instabilité politique en Irak rendent de nouvelles fouilles impossibles pour le moment. Actuellement, seuls 30% de la ville ont été mis au jour. C'est ici que se dressait la porte d'Ishtar. C'était l'entrée la plus grande de la cité. On n'en voit plus que les soubassements et ils ont été dépouillés de leur décor, mais à l'époque, ces murs devaient être à couper le souffle. Après être passés par la porte d'Ishtar, les visiteurs tournaient à droite et arrivaient dans la salle du trône. Les émissaires étrangers venaient dans cette immense salle pour solliciter une audience auprès du roi. Celui-ci était assis là-haut, sur son trône. La ville a été entièrement fortifiée. Elle s'étendait sur près de 1000 hectares, ce qui a suffi à inspirer le respect et l'admiration des générations qui ont suivi et des érudits. Un ancien dictateur dévoré d'ambition a même voulu restaurer Babylone pour lui rendre sa gloire d'antan. Il s'agit de Saddam Hussein. Mais au lieu de rebâtir la ville, il s'est d'abord fait construire un palais juste à côté. Il est mort avant d'avoir pu réaliser son rêve. Depuis, son palais a été vidé de son mobilier luxueux. Et des Irakiens en colère ont couvert les murs d'insultes destinées aux tyrans disparus. Saddam Hussein s'est sans doute assis là, rêvant de faire de son pays la surpuissance qu'était Babylone sous Nabuchodonosor II. Au VIe siècle avant notre ère, ce roi était un grand bâtisseur et un conquérant. Il a mis en place divers éléments de fortification pour protéger sa ville des invasions. Il a notamment fait construire des douves. D'abord, il a fait creuser un fossé tout autour des murs de la ville. Puis il a fait détourner l'Euphrate pour que l'eau du fleuve vienne remplir ces douves. Cela a permis d'empêcher les envahisseurs d'accéder aux murs de la cité. La ville intérieure était dotée de 8 portes, chacune portant un nom destiné à faire fuir l'ennemi. Elle s'appelait Ourash, l'ennemi lui est répugnant. Zabada, elle déteste ses attaquants. Ou encore Hadad, protège les soldats de Babylone. Mais la porte d'Ishtar
était la plus belle et la plus grandiose de toutes. C'est elle qui menait au palais et au temple ainsi qu'au centre de la cité. Pour que leur ville reste propre, les Babyloniens ont construit ce qui est probablement le premier système d'égout au monde. Les eaux usées de la ville passaient par un réseau complexe de canalisation et se jetaient dans l'Euphrate. Voici les vestiges d'un pont situé à 2 pas de l'Euphrate. Autrefois, cet énorme ouvrage d'art enjambait un bras du fleuve qui jadis coulait ici. Ce pont menait tout droit au cœur de Babylone. Depuis, le cours du fleuve a changé et le terrain s'est asséché. Pour construire ce pont, les architectes ont d'abord enfoncé de gros rondins de bois dans le sol tous les 3,60 m. Puis, ils les ont renforcés avec des blocs de briques. Pour protéger les briques de l'érosion, ils les ont entourées d'une structure en bois de cèdre importée du Liban. Enfin, la chaussée pouvait venir s'appuyer sur le tout pour compléter la structure. Les Babyloniens ont ainsi fait preuve de prouesse architecturale et de génie civil plusieurs siècles avant les Romains. Le port de l'Euphrate grouillait de bateaux de commerce qui atteignaient la ville en passant par la route de la soie au nord ou la voie maritime au sud. Les marchands allaient dans tous ces endroits. Au 2e millénaire avant Jésus-Christ, il y avait beaucoup d'allées et venues entre les pays, et même par bateau. Par exemple, on trouvait de la cornaline, qui venait principalement d'Inde, dans quasiment toutes les villes de Mésopotamie. Nous avons reconstitué les rues de Babylone avec des images en 3D. Les rues étaient probablement remplies de marchands qui vendaient des tapis fabriqués en Turquie, du raisin provenant d'Asie centrale, des dattes, des mangues et d'autres fruits tropicaux importés de Chaldée. Ils vendaient certainement aussi des céramiques, des épices et du lapis-lazuli qu'ils exportaient à l'étranger. Hérodote, qui a visité Babylone au 5e siècle avant Jésus-Christ, raconte une anecdote intéressante sur la ville. Dans un rapport détaillé de sa visite de la cité, que l'on retrouve dans ses fameuses histoires, Hérodote raconte que chez les Babyloniens, les jeunes filles en âge de se marier se rassemblaient une fois par an dans une sorte de marché où se rendaient les hommes désireux de trouver une épouse. Les plus belles étaient vendues aux plus offrants. L'argent qui provenait de la vente servait à procurer une dot aux autres. Mais ce récit est aujourd'hui jugé invraisemblable par les historiens. Les femmes se mettaient sur le marché et les hommes pouvaient choisir celle qui leur plaisait. Pour les Grecs de l'Antiquité, Babylone était une destination exotique pleine de coutumes étranges et de merveilleux monuments. C'est sous le règne de Nabuchodonosor II, au début du VIe siècle avant notre ère, que Babylone connaît son âge d'or. À peine quelques années après son arrivée au pouvoir, il a déjà conquis presque toute l'Asie de l'Ouest. Il fait alors ériger de nombreux édifices pour commémorer ses innombrables victoires. Parmi eux, la fameuse ziggourate à 7 étages qui aurait inspiré le mythe de la tour de Babel et les jardins suspendus considérés par les Grecs comme l'une des 7 merveilles du monde antique.
Mais ces jardins ont disparu presque sans laisser de traces, et les archéologues ont même commencé à douter de leur existence. C'est seulement grâce aux efforts de Koldewey que les jardins ont à nouveau suscité l'intérêt des historiens et des chercheurs du monde entier. Koldewey était déjà célèbre pour avoir découvert la ziggourate et la grande porte d'Ishtar. Puis un jour, il découvre d'étranges chambres situées dans le palais sud. Koldewey, l'archéologue allemand, a exploré Babylone de 1899 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Il a toujours soutenu que les jardins avaient bel et bien existé et qu'ils se trouvaient dans le palais sud de la ville. Il y avait découvert 14 chambres voûtées. Il pensait que c'étaient les fondations des jardins suspendus. Pour Koldewey, ces chambres abritaient autrefois toute la machinerie qui acheminait l'eau jusqu'au jardin. Mais depuis, de nombreux chercheurs ont écarté cette idée. Pour eux, ces chambres étaient soit des entrepôts, soit des geôles. Si c'était des prisons, alors le prophète Daniel pourrait y avoir été détenu, tombé en disgrâce. Il aurait été emprisonné sur les ordres du roi Darius. Selon les descriptions des Grecs, les jardins suspendus se trouvaient tout près de la ziggourate. Si l'on se réfère à ces textes, ils devaient être au centre de la ville, à côté du temple et du palais. Voilà pourquoi Koldewey pensait qu'ils étaient dans le palais sud. Mais cet endroit est beaucoup trop petit, et surtout, il est trop loin de l'Euphrate. Aujourd'hui, les chercheurs pensent que les jardins suspendus se trouvaient à l'intérieur des murs de la ville, bien plus près du fleuve. Strabon, le géographe grec, a rapporté ceci. Une pompe reliée à l'Euphrate alimentait les jardins en eau toute la journée. Les jardins comportaient de nombreux arbres. Il fallait donc beaucoup d'eau pour les entretenir. Et pour pouvoir pomper de l'eau toute la journée, il devait forcément être tout près d'une rivière ou d'un fleuve. L'emplacement exact des jardins suspendus reste encore un mystère. Certains archéologues estiment même qu'il y a eu confusion dans les récits anciens et que les jardins se seraient trouvés dans une toute autre ville. Il y a une autre raison qui explique pourquoi les jardins n'étaient probablement pas à Babylone. On a dit qu'ils devaient forcément être à côté de l'Euphrate. Le problème, c'est qu'à Babylone, entre l'Euphrate et le palais, il y avait ces énormes murs. Du coup, pour aller dans ces jardins, le roi ne pouvait pas simplement sortir de son palais. Il devait franchir les murs ou retraverser les portes pour pouvoir profiter de ce coin de paradis, ce qui n'est pas très logique pour un jardin royal. Stéphanie Dallet, professeure à Oxford, pense que les jardins suspendus se trouvaient à Ninive, une ville située au nord de Babylone, sur les rives du Tigre. Au début du 7e siècle avant notre ère, Ninive, la capitale assyrienne, était une énorme métropole. Les Assyriens étaient les premiers bâtisseurs d'empires en Asie de l'Ouest. À son apogée, Ninive s'étendait sur 750 hectares. En termes de grandeur et de splendeur, Ninive rivalisait avec Babylone.
Quand Sennacherib a reconstruit en partie Ninive, il a modifié le nom de ses portes pour leur donner le nom de dieux et de déesses. On pouvait facilement considérer Ninive comme une autre Babylone. Selon elle, les Grecs auraient confondu Ninive avec Babylone. Babylone signifie la porte de Dieu, et Stéphanie Dallet affirme qu'à Ninive, plusieurs portes avaient un nom similaire. Après avoir combattu et bâti un vaste empire, les rois assyriens ont consacré leur temps et leur énergie au développement de leur culture. La plantation et l'aménagement d'immenses jardins est devenu un moyen important d'asseoir l'autorité royale. Il y a un relief très abîmé conservé au British Museum et un dessin fait à partir d'un autre relief qu'on n'a pas retrouvé, qui nous donne une bonne idée de ce à quoi ressemblaient les jardins. Quand l'eau arrivait au bout de l'aqueduc et qu'elle s'écoulait, elle se divisait en différents cours d'eau. Ce relief montre l'importance des jardins pour les Assyriens de l'Antiquité. Pour alimenter leurs jardins en eau, ils ont non seulement construit des aqueducs, mais ils ont aussi creusé des tunnels dans les montagnes. Il y avait 50 km de construction pour acheminer l'eau depuis les montagnes jusqu'à Ninive. Ces infrastructures, alimentées par différents cours d'eau, permettaient d'apporter le précieux liquide jusque dans les jardins. C'était une prouesse fantastique qui aurait grandement impressionné les Grecs et les Romains. On trouve des vestiges de cet ancien aqueduc assyrien à Jarwan, à 40 km de Ninive. Ces constructions servaient à alimenter en eau les jardins de Ninive. C'est cet amour des Assyriens pour les jardins qui a popularisé la théorie selon laquelle les jardins suspendus se trouvaient en réalité à Ninive. Malgré sa splendeur, l'empire assyrien n'a pas survécu très longtemps. Les Babyloniens, sous la direction de leur roi Nabopolassar et de son fils Nabuchodonosor, font alliance avec les Mèdes pour l'envahir. La ville finit par s'effondrer sous l'ampleur des coups assénés par les envahisseurs, avec une soudaineté qui frappe le monde de stupeur. Au cours de l'été 612 avant Jésus-Christ, Ninive est pillée et saccagée, et l'Empire assyrien anéanti. Pour former une alliance puissante entre Babylone et les Mèdes, Nabuchodonosor II a épousé Amytis, une princesse du royaume des Médès. Et en 612 avant Jésus-Christ, aux côtés de son père, il réussit à renverser Ninive, la capitale assyrienne. Stratégiquement, ce mariage est une alliance parfaite qui permet aux deux nations d'unir leurs forces. Amytis est l'une des filles de Siaxar, le roi des Mèdes, qui cherche à étendre progressivement son influence vers le nord. Siaxar décide de marier sa fille à Nabuchodonosor, fils du roi de Babylone, et qui était considéré comme un héros en Asie de l'Ouest. Amytis ne devient pas seulement l'épouse du futur roi Nabuchodonosor II. Elle est aussi la fille d'un allié important envers lequel les Babyloniens ont une dette. La princesse se sent seule dans cette ville étrangère, au milieu du désert, entourée de sable à perte de vue.
Les immenses montagnes, les ruisseaux étincelants et les forêts luxuriantes de son pays natal lui manquent terriblement. L'historiographe romain Flavius Joseph raconte que Nabuchodonosor avait fait construire les jardins suspendus pour son épouse qu'il adorait. Sa femme venait du royaume Mède et les montagnes boisées de son pays natal lui manquaient. Alors il a fait construire ces jardins pour apaiser sa nostalgie. Pour consoler son épouse qui a le mal du pays, le roi décide de lui offrir les plus beaux jardins du monde. Il imagine un jardin dans le style Mède, près des rives de l'Euphrate. Il fait alors appel aux ingénieurs et aux ouvriers les plus doués du monde antique. À quoi ressemblaient exactement ces jardins? Dans cette bibliothèque d'Athènes, nous avons trouvé l'ouvrage d'un érudit grec de l'Antiquité qui pourrait nous aider à mieux les visualiser. L'historien et chroniqueur grec Diodore de Sicile est l'auteur de nombreux ouvrages renommés, et l'un d'eux décrit justement les jardins suspendus de Babylone. Quand on lit Diodore, il faut imaginer des jardins en hauteur, avec un escalier central qui menait au dernier niveau. Il y avait aussi des terrasses qui ont été construites les unes au-dessus des autres, une suite de terrasses superposées. Et devant chaque terrasse, il y avait une galerie soutenue par des colonnes en pierre. Selon Diodore, les jardins mesuraient 123 mètres de côté. Ils étaient construits sur une plateforme étanche qui reposait sur des fondations composées de nombreux piliers. Les terrasses montaient en escalier. Il y avait une terrasse sur laquelle on pouvait planter des arbres et d'autres terrasses construites au-dessus. Diodore compare ces jardins aux gradins d'un amphithéâtre. Sur le toit des galeries, ils ont posé une couche épaisse de roseaux. Ils l'ont ensuite recouverte d'une couche de bitume, de briques et de ciment. Les ingénieurs de l'époque sont surtout préoccupés par l'étanchéité du bâtiment. Mais heureusement, ils connaissent une technique qui a déjà fait ses preuves. Cette technique consiste à recouvrir le sol de briques en terre, puis à ajouter une couche de roseaux et une ultime couche de bitume. Quel genre de plantes trouvait-on dans ces jardins? S'ils ont été créés pour rappeler à la reine son pays natal, on y trouvait sûrement des plantes de chez elle. Mais Ecbatane, sa ville natale, était située à plus de 500 km de Babylone. Cette route mène à Hamadan, la capitale de la province du même nom en Iran. À l'époque, cette cité était la capitale du royaume Mède et s'appelait Ecbatane. Située à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville possède un climat froid et humide. Les Mèdes étaient majoritairement des agriculteurs et des bergers. Puis progressivement, ils se sont mis à dominer les routes commerciales qui traversaient leur territoire. Et avec les richesses accumulées, ils ont construit des palais et des jardins. Et grâce au mariage de leur princesse Amytis avec Nabuchodonosor II, ils ont forgé une alliance politique et militaire importante. Cette région est beaucoup plus humide que les autres.
Ici, il y a beaucoup de précipitations. Et avec ce climat, l'herbe et les arbres poussent très bien. Il existe une grande variété de plantes au nord de l'Iran. Et grâce à cet environnement, la végétation est luxuriante. Née dans un palais de Médie, la reine Amitis a grandi avec les changements de saison, le murmure des ruisseaux, le parfum des fleurs fraîches et des forêts. Le royaume Mède occupait un territoire recouvrant une partie de l'Iran. Et lorsque les Iraniens décrivent le paradis, il ressemble beaucoup à cela. Le paradis est un jardin boisé rempli de fleurs et de fruits. On y trouve de nombreux cours d'eau et des étangs pleins de vie. C'est ce concept iranien du paradis qui a poussé les habitants de ce pays à planter autant de jardins. Un peu plus loin, voici Pasargad. Difficile d'imaginer que cette étendue de terre déserte a été la première capitale historique de l'Empire perse. Son nom signifie le jardin perse. Certains pensent même que le terme anglais garden pourrait provenir du suffixe gad. Un artiste du XVIe ou XVIIe siècle a essayé d'imaginer à quoi ressemblaient les jardins suspendus. Mais ce genre de jardin a aussi existé à Pasargad et à Persépolis. Dès la Renaissance, les artistes européens ont représenté le paradis à l'image des jardins suspendus de Babylone et des jardins perses. Et si ces jardins avaient servi de modèle aux jardins européens qui ont été plantés beaucoup plus tard? Voici Pasargad reconstitué en image de synthèse. On peut y admirer un magnifique jardin situé sur les hautes terres iraniennes. Il y a des aqueducs et des fontaines un peu partout. Et voici la fameuse cité de Persépolis. Elle représente le couronnement de la puissance et du génie artistique de la Perse antique. Cet ancien palais, érigé au sommet d'une montagne, s'étend sur 12 hectares. C'était le bâtiment emblématique de la Perse jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand le détruise en 330 avant Jésus-Christ. Ici aussi se trouvait un vaste jardin inspiré des jardins suspendus de Babylone et de ceux de Pasargad. Ils ont repris l'idée du jardin en terrasse de Pasargad et ils l'ont parfaitement recréé à Persépolis. Ils l'ont même perfectionné. Aujourd'hui, il ne reste que les fondations et les piliers. Mais à son apogée, le jardin de Persépolis devait être luxuriant et compter toutes sortes d'arbres et de fleurs. Pour réussir un tel exploit, les Perses acheminaient l'eau depuis les montagnes et construisaient des terrasses afin d'y planter tout ce qu'ils voulaient. L'architecture des jardins en terrasse de Babylone et de Pasargad a donc inspiré les jardins de Persépolis construits beaucoup plus tard. Au palais de Pasargad, l'eau avait une signification particulière. Il y avait un aqueduc et un bassin carré dans le jardin. Il y avait tout un parcours de l'eau autour du jardin qui créait une ambiance spéciale. C'était aussi un moyen de purifier l'eau. Voici le jardin botanique d'Eram, situé à Shiraz, en Iran. Eram signifie paradis en perse. On y trouve là aussi un aqueduc et une fontaine.
Les Iraniens sont connus pour avoir inventé la première fontaine qui fonctionnait grâce à la gravité. Le jardin regorgeait d'arbres et de fleurs. Mais comment les ingénieurs des jardins suspendus ont-ils fait pour transporter ces plantes à travers le désert jusqu'à Babylone? Ils évaluaient très probablement la taille et le poids des arbres pour savoir s'ils pourraient les transporter en entier ou prendre seulement leurs racines. Et les arbres qui n'avaient pas encore fleuri étaient plus faciles à déplacer. De ce fait, il valait mieux attendre l'hiver. La caravane interminable de végétaux traversant le désert devait être impressionnante à voir. Quelques 200 espèces d'arbres, y compris des grenadiers et des palmiers, ainsi que des fleurs rares, ont fait le voyage à travers le désert. Les hommes qui transportaient les plantes devaient constamment les arroser au cours de ce voyage de 500 km jusqu'à Babylone. Strabon, le géographe grec qui a visité la ville au 1er siècle avant Jésus-Christ, a réalisé un compte-rendu détaillé du système d'arrosage des jardins suspendus. Un ouvrage hydraulique pompe l'eau jusqu'au sommet des jardins, et chaque section arrose au passage les terrasses en escalier. Concernant le mécanisme interne de ces pompes, on ne peut faire que des suppositions, car personne n'était autorisé à aller voir à l'intérieur. Cela ressemble à des pompes à vis hydrauliques. Car même si tout le monde croit que la pompe à vis a été inventée par Archimède en Grèce, elle était déjà utilisée à Babylone. Les pompes devaient être actionnées par des bêtes de somme, comme des ânes, afin de pouvoir déplacer les énormes quantités d'eau nécessaires au jardin. L'eau se déversait probablement par des cascades artificielles et suivait un réseau complexe d'aqueducs pour atteindre tous les recoins du jardin. Mais on raconte que les jardins intérieurs étaient encore plus fastueux que les extérieurs. D'après les écrits, le palais comportait plus d'une centaine de chambres de tailles différentes, réparties autour d'une vaste place centrale carrée, dotée d'un bassin. Amytis et les dames de la cour devaient probablement venir se rafraîchir dans ce bain qui était baigné de lumière. Les jardins suspendus étaient un véritable paradis, bâti par Nabuchodonosor II pour faire plaisir à Amytis, son épouse. Une nouvelle année commence à Babylone. Sa célébration était la fête la plus importante pour les Babyloniens et les civilisations mésopotamiennes apparues plus de 3000 ans avant notre ère. Ce jour-là, les portes de la ville étaient grandes ouvertes pour laisser passer la procession des dieux qui provenaient des 4 coins de l'Empire. Selon le calendrier lunaire, le festival du Nouvel An à Babylone avait lieu les premiers jours du premier mois de l'année.
Le premier mois de l'année coïncidait à peu près avec l'équinoxe de printemps, en mars ou en avril, selon les spécificités du calendrier lunaire. L'équinoxe de printemps est la période de l'année où le jour est aussi long que la nuit. Il marque le renouveau de la nature. C'était le premier jour de l'année babylonienne. Les Babyloniens croyaient également que ce jour-là, le dieu tout-puissant Marduk mettait fin au chaos dans le monde pour apporter l'ordre et l'harmonie. Voilà pourquoi les effigies des dieux en provenance de tout l'Empire étaient acheminées dans la ziggourate et placées devant Marduk afin de l'honorer. C'est ainsi que Babylone a prospéré au cœur du désert il y a plus de 2600 ans. Sa ziggourate était connue pour être la plus haute du monde. Ses jardins suspendus, les plus beaux de la planète, classés parmi les 7 merveilles de l'Antiquité. Mais malgré sa puissance et sa grandeur, l'empire de Nabuchodonosor n'aura cependant qu'une existence éphémère. À la mort de son souverain, la ville perd petit à petit de son influence. Un document évoque pourtant le saccage et la destruction de la ville après sa prise par le roi Assaradon, fils de Sennachérib. D'après les annales royales, la destruction est totale et systématique. Le traitement infligé à Babylone aurait été particulièrement brutal. La ville est pillée et entièrement rasée jusqu'à ses fondations, puis inondée et ses dieux détruits. Mais ce récit, antérieur au règne de Nabuchodonosor, relève probablement de la légende. Babylone connaît une fin beaucoup plus paisible. Un désamour progressif des rois au profit d'autres cités. Enfouie dans le sable du désert, la cité mythique tombe dans l'oubli pendant des siècles, avant d'être finalement retrouvée. Science Grand Format vous emmène maintenant en Toscane à la découverte des secrets du Duomo de Florence. Cette coupole de maçonnerie qui est la plus grande du monde est l'un des édifices les plus audacieux jamais construits. Une prouesse technique de la Renaissance italienne restée secrète et qui pose encore un défi aux architectes de notre siècle. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite sur France 5 avec le Duomo de Florence, mystère de la Renaissance.